Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit problème technique, comme quoi je découvre dans ma vie de politicienne les aléas d'un direct, et c'est le cas de le dire. Donc merci de venir écouter et participer à ce webinaire qui est consacré à la formation en alternance. Avant de commencer le débat, peut-être une définition de ce que c'est que la formation en alternance. C'est une filière d'apprentissage via une formation théorique en centre et des stages en entreprise pour le côté pratique. Alors, le but de cette filière est de former un métier, de former des professionnels autonomes compétents dans un large champ professionnel. Cette filière est reconnue par les entreprises pour la qualité de son apprentissage, mais elle est aussi appréciée par les étudiants pour son côté très concret. C'est finalement une combinaison gagnante pour s'insérer rapidement dans le monde du travail et décrocher un emploi. Alors, ce n'est un scoop pour personne, vous le savez, notre société et le marché du travail connaissent actuellement des bouleversements majeurs qui sont provoqués d'une part par des transitions numériques, environnementales nécessaires, mais aussi par la crise sanitaire qui nous touche. Ce sont donc des défis que nous devons être capables de surmonter pour préparer au mieux les travailleurs au marché de l'emploi. Donc, on ne va pas se le cacher, on parle d'un contexte économique actuel difficile. On se trouve dans une situation où parfois des prévisions parlent de 500 000 faillites en 3 ans, de perte d'emploi de 30 000, rien que pour la région bruxelloise. Alors, cet afflux massif de travailleurs sur le marché de l'emploi viendra augmenter la compétition pour les offres disponibles sans parvenir pour autant à contenter ou à répondre à des attentes des secteurs touchés par des pénuries de main-d'œuvre. Alors, faute de compétences, on risque d'assister à une explosion de la demande sans parvenir à combler l'offre. Et donc, il y a une sorte de dualité qui s'installe entre d'un côté une pénurie et de l'autre un taux de chômage élevé et qui peut creuser finalement un fossé entre les compétences des travailleurs et les attentes et les demandes des entreprises. Alors, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Est-ce que finalement la formation en alternance permet de répondre aux offres disponibles sur le marché de l'emploi et aux métiers en pénurie ? Est-ce que c'est un outil pour former rapidement des demandeurs d'emploi ? Finalement, comment adapter la formation en alternance aux nouveaux métiers et aux transitions économiques que nous connaissons ? Et puis, il y a aussi un autre aspect de la formation en alternance, un peu ce qui se vit dans d'autres pays européens, c'est la formation professionnelle qui parfois ont un déficit aussi d'image, qui sont perçues parfois comme étant une dernière chance ou une formation que l'on fait à un moment donné parce qu'on n'a pas suivi le cursus classique, alors que c'est différent dans certains pays, notamment en Allemagne et en Suisse, où l'alternance est perçue plutôt comme une filière d'excellence. Donc, on va pouvoir poser justement à un expert sur cette question-là de savoir comment ça se fait qu'elle est beaucoup plus attractive dans d'autres pays européens, quels sont les leviers qui empêchent finalement que ça soit un premier choix et de quelle manière est-ce que cette mise en place pourrait peut-être se réaliser en Belgique. Alors, pour aborder cette thématique ce soir, nous avons invité 4 intervenants. Un représentant du monde patronal bruxellois en la personne d'Olivier Willox, l'administrateur délégué de Bessie. Vincent Giroul, qui lui est directeur de l'EFP, c'est-à-dire le centre de formation en alternance bruxellois. Et puis ensuite, un représentant, parce qu'il est essentiel de pouvoir voir de quelle manière faire un lien avec l'enseignement. Donc, nous avons un représentant du monde de l'enseignement avec le directeur général de l'enseignement obligatoire, monsieur Fabrice Hartz, et enfin le professeur Yves Chauchard de l'Université du Québec qui viendra nous exposer les modèles suisses et allemands, 2 pays où l'alternance est une filière d'excellence. Alors, tout d'abord, pour pouvoir commencer, je propose de passer la parole à Monsieur Willox. Monsieur Willox, vous qui n'avez cessé de le crier aussi bien dans la presse ou dans les différents contacts avec les journalistes, de se dire il faut répondre aux attentes des entreprises aujourd'hui. Comment allons-nous être prêts finalement? Alors on parle du plan Rénov' dans la région bruxelloise. Vous dites que c'est un enjeu majeur à Bruxelles et qu'il va falloir pouvoir trouver des personnes qui vont répondre aux attentes des entreprises. Vous abordez notamment l'installation des dizaines de milliers de pompes à chaleur. Alors vous dites, mais on est en pénurie de techniciens et de plombiers. Alors je vous pose la première question. Est-ce que vous pensez
que la formation en alternance peut réellement répondre aux attentes des entreprises ou du marché de l'emploi? Oui, pour être très simple, oui. Et je pense que j'ai pas envie d'opposer. Et donc, quand on me dit toujours, c'est répondre aux attentes des entreprises, j'ai envie de dire, c'est plutôt des attentes par rapport au débat climatique qu'il y a aujourd'hui. Et pour être bien simple, l'Europe avait décidé, et la région bruxelloise les a acceptés, de fixer un certain nombre d'objectifs par rapport à notamment l'isolation des bâtiments. Euh, et donc, c'est assez simple, c'est juste mécanique. Alors, on peut faire la division, mais c'est globalement 1 milliard de dépenses en plus sur la construction et surtout sur la rénovation. 1 milliard de dépenses en plus, ça se traduit simplement en termes d'emploi. Et aujourd'hui, en particulier dans le monde de la construction, nous avons déjà une pénurie d'emplois. Et comme j'ai expliqué au gouvernement, de deux choses l'une, soit vous me trouvez 20 000 personnes dans le domaine de la construction qui vont pouvoir faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs climatiques, ou bien vous me donnez 20 000 visas pour des Chinois ou des Turkmènes, en tout cas pas des Ukrainiens parce qu'ils sont déjà tous en Belgique. Et donc, c'est un débat de société et tout le monde me répond, oui, mais c'est pas nous. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est là, c'est-à-dire que si on ne veut pas avoir 27 à 30% de chômage des jeunes et en même temps des Chinois qui vont faire rénover nos appartements, ça c'est absurde. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est une coordination, c'est un alignement. Juste un chiffre, aujourd'hui, quand vous regardez les sections qui sont les plus remplies dans l'enseignement qualifiant, c'est employé de bureau ou assistant employé de bureau, éducateur, on ne sait pas très bien quoi en faire, et aide comptable. C'est tous des métiers qui, par la digitalisation, vont disparaître. Et aujourd'hui, quand je vois, et je pense qu'il y aura des gens pour nous donner ce soir des chiffres aujourd'hui sur l'enseignement et le FP en matière de construction dans le secteur de la construction, on passe complètement à côté d'un véritable enjeu sociétal. Oui, justement, je passe la parole à Monsieur Vincent Giroul. Donc, vous êtes donc le centre de formation en alternance bruxellois. Je pense qu'il y a plus de 200 formations. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir répondre aux attentes du marché et aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous devez vous adapter à des niches d'emploi ou à des secteurs qui demandent des formations aujourd'hui en urgence? Je ne sais pas si on vous entend, il n'y a pas un problème de micro. Je disais que la situation nous amène peut-être les uns les autres à sombrer dans une forme de défaitisme, etc. Je pense au contraire qu'on doit peut-être identifier les opportunités qui se présentent à nous. La formation en alternance est une formation qui est dans son dispositif, par son dispositif particulièrement efficace. Pourquoi ? Parce que quand on est en formation en alternance, on développe des savoirs, très certainement, on développe des savoir-faire et on développe également des savoir-être. Je pense que Olivier Willock sera d'accord avec moi. Aujourd'hui, ce que les entreprises attendent, c'est non seulement des têtes bien faites, mais aussi des personnes qui sont motivées, qui perçoivent bien les enjeux du positionnement par rapport à ce que c'est que le travail, à ce que c'est que l'investissement. Et quelque part, la formation en alternance, elle permet de travailler ces compétences-là, puisque dès le départ, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés, les personnes sont mises en situation de contact réel avec le travail. C'est très exigeant. C'est très exigeant. Et moi, je suis un peu en colère quand on dénigre la formation en alternance. Voilà, après avoir raté dans le général, tu vas dans le professionnel, et puis alors après, tu vas dans l'alternance. C'est tout le contraire. La formation d'alternance est une formation extrêmement exigeante en termes d'investissement de la part des apprenants, à quel âge qu'ils entrent dans ce dispositif de formation. Mais ce que je voulais dire pour répondre à votre question, Madame Lefranc, c'est que ce dont on a besoin, ce qui est crucial, ce qui est vital pour faire vivre ce dispositif auquel tout le monde croit, tout le monde le dit et tout le monde a bien raison, c'est qu'on a besoin d'un partenariat fort avec les entreprises. On a besoin vraiment que les entreprises soient au rendez-vous pour accueillir des jeunes, qu'elles soient convaincues que la formation d'alternance est un investissement pour elles. C'est un investissement pour l'avenir.
c'est un investissement sociétal très certainement, mais c'est aussi un investissement pour la possibilité pour les entreprises de co-construire des compétences avec des dispositifs de formation. Alors peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour que les pouvoirs publics facilitent l'implication des entreprises dans ce dispositif-là, mais en tout cas, il y a un engagement ferme que j'entends de la part des représentants, des grands représentants des entreprises, mais on est en difficulté. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a, dans nos centres de formation, 1742 personnes qui, à l'heure où je vous parle, et ça n'a rien à voir avec le Covid, 1742 personnes qui attendent un stage. Est-ce que les entreprises vont relever ce défi-là? Je leur lance le défi. C'est une très très bonne question. Mais alors, donc, on ne peut pas parler de la formation en alternance sans penser au lien qu'il faut faire avec le monde de l'enseignement. Alors, il y a des ambitions qui, parfois en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, où on fait en lien, où on dit il faut un renforcement des collaborations entre la région en matière d'enseignement en alternance, et il faut une meilleure articulation entre le secteur de l'enseignement et celui de la formation. Qu'en pensez-vous, Monsieur Hart? Oui, tout à fait. Je rejoins ce point de vue. Je voulais souligner l'importance que l'alternance revêt pour le secteur de l'enseignement et souligner que il faut avant tout voir l'enseignement en alternance comme une pédagogie et pas comme une filière. Et c'est une pédagogie qui permet de lutter efficacement contre le décrochage scolaire. Et le webinaire d'aujourd'hui est d'autant plus pertinent qu'avec la crise Covid, les chiffres du décrochage scolaire sont en augmentation. L'alternance est, à notre sens, une excellente alternative à l'enseignement de plein exercice et un moyen de lutter contre le décrochage. Pour ce qui est du renforcement, je crois que vous parliez des renforcements des synergies, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou alors, que prévoit le pacte d'excellence sur cette question? Pour le renforcement des synergies, il me semble que le système institutionnel est déjà pas simple pour l'apprenant. On fait de l'alternance dans l'enseignement, on fait de l'alternance à la région bruxelloise et on fait de l'alternance à la région wallonne. Pour qu'un apprenant sache exactement où aller et quel est l'avantage d'une institution par rapport à une autre et ce qu'elle lui fournira comme certification, c'est pas évident. Donc, on aurait tendance, pour favoriser l'accès des jeunes et rendre le parcours attrayant, à postuler qu'il faudrait une similarité des certifications, jusqu'à un certain niveau en tout cas, une similarité des certifications entre la formation en alternance et l'enseignement en alternance, sachant que les profils métiers, les profils de formation et les profils de certification sont tous établis et ou validés par la même instance, le SFMQ, Service francophone des métiers et des qualifications. Donc, on a des bases de travail communes, mais on ne certifie pas de la même façon, ce qui rend le système illisible et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'alternance ne connaît peut-être pas le succès qu'elle devrait avoir. Maintenant, je relierai l'idée qu'a soutenu M. Willox que malheureusement, les options les plus fréquentées dans l'enseignement, y compris donc dans l'enseignement de plein exercice, sont des options sans réelle vocation à placer les jeunes sur le marché de l'emploi. C'est un constat qu'effectivement l'enseignement fait. Les filières les plus fréquentées ne sont pas les filières porteuses d'emploi. Et donc, avant même de commencer à penser à une synergie entre la formation et l'enseignement sur une harmonisation de l'offre, je pense que l'enseignement doit d'abord rationaliser lui-même la façon dont il fonctionne et voir ce qu'il veut proposer aux jeunes. C'est pas le tout de pousser des jeunes vers une formation, encore faut-il qu'elle soit organisée à proximité de chez lui, qu'il n'y ait pas de redondance dans la formation dans un même endroit et des lacunes ailleurs. Il y a des zones d'enseignement où certaines options porteuses ne sont pas accessibles.
à moins de 60 km d'un lieu de résidence pour un étudiant. Donc voilà, il y a effectivement des synergies qu'on peut mettre en place, mais l'enseignement doit aussi, et c'est une des tendances du pacte pour l'enseignement qualifiant, doit aussi veiller à se réorganiser lui-même pour être lisible pour tout le monde. Merci, Monsieur Hartz, mais c'est vrai qu'à vous entendre, vous dites ça avec énormément de lucidité sur la remise en question que l'enseignement doit avoir par rapport à la formation, et puis ensuite se dire la nécessité de collaborer avec les formations en alternance. Mais aujourd'hui, un jeune qui souhaite, qui arrive dans le qualifiant, alors il y a les CEFA, il y a les centres de formation, et il y a toute la complexité de la certification. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, on a conscience de ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ça traîne autant qu'on entend d'un côté le monde économique est en train de dire il y a du boulot, il y a un moment donné, il faudra qu'on s'adresse autre part parce que nous n'aurons pas assez de jeunes, nous n'aurons pas assez de personnes formées dans ces filières-là. Est-ce que vous pensez que, alors j'entends bien que le temps de l'enseignement n'est peut-être pas le temps des attentes des chefs d'entreprise, mais comment réussir finalement à réconcilier? Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Willox, qu'il faudrait faire pour donner un coup d'accélérateur? Parce que j'ai bien l'impression que dans nos échanges, il y a une prise de conscience, il y a une lucidité sur nos forces et nos faiblesses, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un coup d'accélérateur? Parce que ce débat, il est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que des gens tirent la sonnette d'alarme sur cette question-là. Comment ça se fait qu'on n'avance pas? Juste votre micro. J'ai eu la chance d'être directeur d'école, et donc j'ai pu voir les choses de l'autre côté. Et en fait, c'est terriblement difficile pour une école d'organiser, on parle ici des filières, les filières autrement. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont compétents dans un domaine ou un métier, et changer de métier pour un établissement, c'est toujours très très compliqué. Donc ça, c'est pour l'enseignement. Et là, je pense que on va devoir, tout en respectant toutes les règles, probablement à partir des dispositifs régionaux, financer pour permettre d'amener des écoles qui le souhaiteraient à changer les sections là où il y en a trop. Et je préfère qu'on finance aujourd'hui des dispositifs avec des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans à changer d'orientation plutôt que de les avoir au chômage pendant 3 ans et de les récupérer dans les cycles de formation à 24-25 ans. Si on pouvait tout avancer, ce serait bien pour tout le monde, pour les entreprises, mais surtout pour les jeunes, pour faire des métiers qui les passionnent dans les bonnes filières dès le départ et pas leur donner l'illusion qu'avec un diplôme, ils vont donc trouver un travail. Dans les éducateurs aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire tellement il y en a. Et donc, je ne suis pas pour une régulation de l'offre, je suis simplement pour qu'on oriente bien dans les bonnes filières. Après, l'autre débat, et Vincent va m'ennuyer là-dessus, et il a raison, c'est de dire à un moment donné, comment est-ce qu'on est capable de multiplier. Alors, nous, on a repris monstage.be, qu'on a reconfié à student.be parce qu'on pense vraiment que la digitalisation et la dématérialisation pour les recherches de stage, on doit pouvoir les driver sur des workflows en continu, et la Confédération de la construction fait un travail remarquable, mais j'arrive pas très bien à comprendre pour tout le monde si c'est les fédérations qui doivent chercher ou si c'est les EFP ou les IFPME, et je sens que c'est un peu parfois compliqué. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver les solutions qui marchent le plus vite possible pour permettre l'adéquation pour les demandes de stagiaires dans l'alternance. Oui, Monsieur Giroux, vous voulez réagir par rapport à ça, et puis ensuite on essaiera d'entendre le professeur Chauchard sur les exemples, notamment celle de la Suisse. Le micro. Les compétences numériques, hein, c'est important. On s'y met. Je vais jeter un pavé dans la mare. Tout le monde dit l'alternance, c'est top, c'est efficace. Prenons les exemples en Suisse, en Allemagne, etc. Je vais citer des chiffres. Aujourd'hui, le financement public de la formation en alternance en région bruxelloise, c'est 12 millions. Les entreprises, au travers de la rémunération qu'elles donnent aux apprenants, si tous les apprenants avaient un stage, c'est 43 500 000 euros. Je pense à l'échelle des chiffres que l'on évoque assez généralement dans nos discussions. 45 millions
pour véritablement faire fonctionner l'alternance au regard des investissements publics et privés qui sont donnés à ce dispositif de formation ne sont pas à la hauteur des discours qui sont annoncés de ci, de là. Ok. Mais peut-être qu'il y a un vrai débat sur cette question-là. C'est-à-dire, à un moment donné, on sait bien que, et je pense que c'est ce que plaide Vincent ici avec nous, c'est que l'EFP a toujours été un peu le mal-aimé des organismes de formation régionale. Je suis à l'aise parce que j'ai été longtemps membre du comité de gestion de Bruxelles Formation et j'ai même siégé à l'IFP. Donc, j'ai vu les différents modes. Et je pense qu'à un moment donné, d'avoir des tensions en permanente entre une logique classe moyenne qui est bien identifiée comme telle, et je pense qu'aujourd'hui, ces concepts classe moyenne par rapport à des concepts qui sont employés sont des concepts qui sont un peu déplacés. Je pense qu'un bon plombier peut travailler pendant 2 ans pour quelqu'un et puis se lancer à son compte. C'est pas forcément idiot. Et ça ne fait pas des métiers forcément cloisonnés dès le départ. Alors, évidemment, il y a la question de l'accès à la profession, mais il y a un module en plus. Et je recommanderais à toute personne de commencer par travailler pour quelqu'un. Si je dois être menuisier demain, je préfère travailler pendant 3 ans comme employé chez quelqu'un et puis peut-être me lancer une fois que j'ai fait mes premières armes, etc., et que j'ai compris le métier. Et aujourd'hui, on a divisé en disant l'un c'est l'un et l'un c'est l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur Chauchard, vous êtes vous êtes professeur et vous avez une expertise sur les modèles qui sont développés aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. Est-ce que vous pouvez quelque part nous expliquer comment ces modèles fonctionnent, comment finalement la formation en alternance devient un choix d'excellence? Oui, merci de l'invitation. Je vous parle depuis Montréal où les pratiques de formation en alternance sont aussi en cours de développement, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Et puis je viens de la Suisse où c'est une voie importante de formation pour les jeunes à l'issue à la fin de leur formation obligatoire, de leur parcours scolaire. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'alternance en Suisse et en Allemagne. On va utiliser le terme de formation duale pour la caractériser. Et puis, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que l'alternance, c'est à la fois un mode d'organisation de la formation, mais c'est également une formule pédagogique. Puis là, il y a des enjeux associés à ces deux aspects-là de l'alternance. Donc, du côté du mode d'organisation de la formation, très rapidement, en Suisse, on a à peu près les 2/3 des jeunes âgés de 14 à 20 ans qui vont choisir cette voie-là pour acquérir une première formation professionnelle. Donc, on va parler de formation professionnelle initiale qui va leur ouvrir les portes du marché du travail. Donc tout ça demande une grosse organisation puisqu'il y a environ 50 000 entreprises formatrices qui accueillent ces jeunes-là et qui vont s'impliquer dans leur formation. Pourquoi on parle de dual? Parce que les deux lieux de formation ont d'égale importance. Donc on ne va pas parler de stage, on va véritablement parler de formation en milieu de travail. Ça signifie que les entreprises s'engagent à développer certains éléments de compétences qui sont complémentaires à des compétences qui sont vues en classe. Elles ont des responsabilités financières, des responsabilités légales. Tout ça, c'est ancré dans la loi. Ce qui fait qu'on fasse une formation dans une petite PME ou dans une grande entreprise, on va devoir suivre le même programme de formation. Et l'étudiant a également une double identité, duale, donc l'identité d'élève étudiant du côté du centre de formation professionnelle et la casquette d'apprenti dans l'entreprise. Donc il a cette identité double, il doit avoir cette double identité-là. Si ça se passe mal en entreprise, la formation s'arrête, et s'il ne réalise pas de bonnes notes à l'école, la formation s'arrête aussi. Il y a vraiment une codépendance des deux milieux. Et tout ça, la caractéristique en Suisse, pourquoi ça marche? C'est parce que c'est la porte d'entrée sur le marché du travail, d'une part, et d'autre part, c'est pas non plus une voie de garage. Donc, on a construit un certain nombre de passerelles à la fin de la formation professionnelle initiale pour poursuivre. Donc, il y avait l'exemple de se mettre à son compte. Donc, par exemple, un maçon, il peut travailler quelques années ensuite poursuivre avec une deuxième formation pour être dessinateur en architecture, en génie civil, devenir gestionnaire, avoir le diplôme d'entrepreneur. Et il y a même une voie qui est prévue, tout est prévu pour qu'ils puissent suivre des études universitaires en architecture. Donc tout ça, c'est prévu et c'est présenté, publicisé dès le moment où les jeunes choisissent leur orientation. Dès l'école obligatoire, à la fin de l'école obligatoire, on leur présente des cursus et pas uniquement la formation professionnelle initiale en alternance. Et ça fait plus de 10 ans qu'il y a énormément de promotions
par rapport à ces passerelles pour donner le goût aux jeunes de suivre ces formations-là. Il y a donc une des conditions pour que ça marche, c'est les passerelles, à mon avis. Une deuxième condition, c'est la gestion des places d'apprentissage et l'importance de l'information, de la promotion continue auprès des entreprises et même du contact humain, je dirais. Ça passe par du contact humain, donc ça passe par des personnes qui vont aller informer les entreprises par rapport à ces programmes-là pour ouvrir les places d'apprentissage. Il y a aussi un monitoring. Donc actuellement, il y a une publication chaque mois sur l'impact de la Covid sur les places d'apprentissage. C'est pas si pire que ça. Il y a entre 2 et 4% des places qui sont fermées. Globalement, il y a quand même de la formation au milieu de travail qui peut être organisée. Mais il y a ce que quelqu'un avait mentionné, il y a quand même des places qui ne sont pas pourvues. Donc, il y a des entreprises qui seraient prêtes à accueillir des étudiants, mais on n'arrive pas à faire ce matching sur certaines de ces places-là. Donc, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de monitoring pour que le système fonctionne. Et c'est la même chose en Allemagne. Vous avez des grosses structures, des services de formation professionnelle, des instituts dédiés à la formation professionnelle en alternance qui vont monitorer, contrôler tous ces aspects-là. Puis du côté de la formule pédagogique, là aussi, il y a des enjeux, puisqu'on veut vraiment que la personne se forme dans l'entreprise et il n'y a pas deux entreprises pareilles. Donc, comment faire en sorte que les étudiants voient la même chose, quelle que soit l'entreprise, ils apprennent la même chose, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils vont tomber. Et là, il y a plusieurs solutions qui ont été développées au fil du temps. Donc, il y a des cours inter-entreprises. Donc, on demande à des entreprises d'organiser des cours entre elles pour développer certains savoir-faire de base et résoudre certains problèmes qu'on a vus au fil du temps par rapport à la formation en milieu de travail. Je donne 2 exemples. Les apprentis forestiers bûcherons, il y aura des cours inter-entreprises pour leur expliquer comment agir en cas d'accident. Pour les cuisiniers, il va y avoir des cours inter-entreprises pour leur présenter les normes d'hygiène dans une cuisine qui est en arrêt, qui n'est pas en fonctionnement, pour vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer ces choses-là. Pour les assistants en soins et santé communautaire, les cours inter-entreprises, ça va servir à s'entraîner à faire des injections sur des mannequins avant de se tromper et de piquer des patients réels au moment où ils seront sur les places de travail. Donc, il y a cet aspect-là de supplément ou de contrôle d'une unité au moyen des cours inter-entreprises. Puis, je terminerai aussi avec l'aspect du numérique. Donc, il y a plusieurs solutions ou outils numériques qui sont en développement dans différents programmes pour s'assurer que la formation sur la place de travail se déroule bien et puis quand il y a un manque, de pouvoir pallier ce manque-là. Juste un petit exemple, par exemple, les cuisiniers. On avait remarqué que dans certains établissements, les apprentis s'occupaient seulement d'une partie de la recette de cuisine. Donc, pour pallier ce problème, on leur a proposé de prendre en photo ce qu'ils cuisinaient et de le partager ensuite avec leurs formateurs en entreprise et l'enseignant sur des plateformes numériques de type Moodle pour pouvoir ajouter un complément, montrer l'étape suivante de la recette, que l'enseignant en reparle en classe la semaine suivante. Donc, pour dire, il y a des grandes... il y a aussi toute une analyse de ce qui se passe dans le milieu de travail et puis pouvoir faire en sorte de combler tous les manques ou tous les petits trous de la formation sur la place de travail. Merci, Monsieur Chauchard. Je voudrais aborder avec vous justement une question, d'ailleurs, qui est posée par des internautes, c'est la question de la durée. La durée des formations, on parle souvent des durées de formation allant de 2 à 3 ans. Il y a des débats, il y a des discussions. Est-ce que je vous pose à vous, Monsieur Chauchard, d'abord cette question, est-ce que c'est les mêmes durées de formation ou est-ce qu'il y a eu une réflexion dans ces pays de se dire, pour être en adéquation avec les attentes du marché, c'est des formations plus courtes? Ouais, c'est une bonne question. Donc, il y a là aussi tout un monitoring de la rentabilité pour les entreprises d'accueillir des apprentis, de former des jeunes. Les formations durent de 2 à 4 ans. Les formations, je dirais, traditionnelles, ce sera plutôt 3-4 ans. Et on voit un retour pour les entreprises formatrices souvent au milieu de la période de formation. Donc, ça prend, je dirais, au moins 1 an de formation pour que du côté des entreprises, qu'elles retrouvent une rentabilité de former leurs apprentis. Et puis, il y a un cas ici au Québec qui est intéressant, pour lesquels on a aussi essayé de mesurer la rentabilité pour l'entreprise. Alors justement, au Québec, c'était pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre avant la COVID.
Et ils ont été très très vite, donc c'était un programme de beaucoup plus courte durée. On parlait d'un programme qui se déroulait entre 20 et 40 semaines. Puis on a remarqué qu'il fallait un minimum de semaines quand même pour que l'entreprise ait un retour positif de l'accueil de la personne en formation. Donc il y a cette tendance des entreprises de vouloir aller vite, mais on se rend compte que si on va trop vite, en fait, la formation devient plus une composante de coût qu'une composante de bénéfice pour ces entreprises-là. Donc, il faut faire attention de ne pas trop réduire la durée des programmes parce que ça peut jouer un mauvais tour par rapport aux entreprises qui pourraient décider, bon, bah, moi, je ne forme pas, j'attends juste que les autres entreprises le fassent et puis je vais accueillir les personnes formées une fois qu'elles sortent du concurrent. Je vais lui proposer des conditions un peu plus intéressantes. Merci. Monsieur Giroul, quelle est votre réponse par rapport à cette question de la durée? Est-ce que c'est un réel débat ou justement, non, il ne faut pas bâcler, il y a un programme qu'il faut suivre et si c'est 2 ans, c'est parce que c'est nécessaire que ça soit 2 ans, si c'est 3 ans, c'est nécessaire, tant bien l'aspect pratique que l'aspect théorique. Je pense que M. Chauchard a déjà répondu en partie à la question en disant il y a un retour sur investissement quelque part dans la démarche d'alternance. Et effectivement, c'est au bout d'1 an, 1 an et demi qu'il y a un retour sur investissement pour l'entreprise. Et donc, est-ce qu'on va dire aux entreprises, voilà, vous allez jusque-là. Et quand la personne devient véritablement une contribution non seulement matérielle, mais aussi en termes d'innovation pour l'entreprise, c'est à ce moment-là que vous ne bénéficiez plus, quelque part, du dispositif alternance. La réponse me semble assez évidente. Deuxième chose, on a un choix. Soit on forme des personnes à des fonctions pour demain, et donc effectivement, demain, on peut, en quelques semaines, former une personne à, je sais pas moi, réparer la porte qui est derrière vous, Madame Lefranc. C'est très bien, un menuisier qui sera très capable de réparer la porte qui est derrière vous si jamais, à un moment donné, elle a un souci. Nous formons des menuisiers. Et un menuisier, ça répare une porte, ça construit des escaliers, ça peut intervenir sur des charpentes, etc. C'est une question de vision. Et la nôtre, elle est très claire. Nous formons des personnes par rapport à des métiers dans toute leur amplitude, y compris avec une dimension entrepreneuriale. Alors l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement, mais aussi la capacité à un moment donné développer sa propre activité en tant qu'entrepreneur, mais c'est aussi avoir une attitude entrepreneuriale dans son boulot, que ce soit sous statut d'employé ou autre. Et donc pour moi, cela demande du temps de développer toutes ces compétences là, et certainement pas un découpage de métier dans une vision assez tayloriste, excusez-moi pour l'allusion un peu scientifique là, de découpage. Oui, je peux former quelqu'un pour réparer votre porte en 6 semaines, mais moi ce que je souhaiterais, c'est que ce soit un menuisier qui un jour répare des portes, un jour répare des escaliers, un jour construit des escaliers, et dans ses mains la capacité à déployer toute une série de compétences, quel que soit l'employeur dans lequel il se trouve. Aujourd'hui, plus personne ne reste toute sa carrière dans une entreprise. Il change d'entreprise, il change de statut, et donc tout notre enjeu, c'est de mettre dans les mains des personnes tous les talents pour pouvoir s'adapter par rapport à ces évolutions de situation. Aujourd'hui, avec le Covid, des entreprises vont fermer, c'est une réalité. Et donc la capacité de rebond, la capacité de se réinventer, la capacité de créativité, eh bien, elle est aujourd'hui encore plus qu'hier absolument nécessaire. Et pour ça, je me fais fort de penser que le développement des compétences et prendre le temps de développer des compétences dans des formations initiales ou dans des formations continues, eh bien, c'est quelque chose de crucial, et mettre dans les mains des personnes un panel de compétences suffisamment large pour qu'elles puissent traverser leur vie personnelle et professionnelle. Merci, je pense que c'était nécessaire de pouvoir donner des précisions. Alors, il y a un internaute qui pose une question. Il manque, selon lui, une stratégie public-privé. Pourquoi il n'y a pas de vision public-privé de l'enseignement pour développer certains clusters? Exemple, développer le digital avec des entreprises privées, des financements publics, des enseignements spécifiques développés dans ce domaine-là avec des stages et des entreprises qui font partie de ces clusters. Est-ce que c'est envisageable qu'il y ait une stratégie publique-privée, monsieur?
À moi de vous poser la question si j'ai une petite coupure son. C'est-à-dire, en fait, c'est d'avoir une stratégie publique-privée de l'enseignement. C'est avoir une vision où finalement le chef d'entreprise non pas puisse avoir une. Enfin, je veux dire que le chef d'entreprise n'est pas quelqu'un de totalement étranger à la formation du jeune, que ça soit dans le qualifiant ou dans l'alternance. De quelle manière réussir finalement cette collaboration entre le public et le privé et que ça puisse transpirer dans l'enseignement. Mais je pense pas qu'on puisse dire que l'enseignement et l'entreprise soient fortement éloignés. En tout cas, ils sont plus proches maintenant qu'ils l'étaient il y a 15 ans. Et pour ce qui est notamment de l'élaboration des profils métiers, des profils de formation, l'enseignement travaille main dans la main avec le monde professionnel. Maintenant, les initiatives plus ponctuelles, ça évidemment, c'est un peu complexe à mettre en place, mais il ne faut pas oublier que dans l'enseignement, les partenaires sont multiples et que la seule volonté des pouvoirs publics de créer des formations en synergie avec l'entreprise doit aussi rencontrer un sentiment des autres acteurs. Donc, on est déjà en partenariat avec beaucoup d'entreprises, notamment via les conventions sectorielles pour mettre en place des actions enseignement-entreprise. On l'a fait aussi pour l'enseignement en immersion. On teste, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à une structuration systématique de ce genre d'initiative, mais je tiens à souligner que récemment, en association avec le secteur logistique, on a implanté dans 3 établissements scolaires une option logistique en un temps record, donc en 2 ans, hein, entre le moment où le secteur est venu trouver les pouvoirs publics pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire, avec l'aide des réseaux d'enseignement, on a mis en place une option logistique en partenariat avec le fonds professionnel. On a fait la même chose avec la fédération des bouchers charcutiers et des boulangers pâtissiers. Il y avait un problème de remise des entreprises par les entrepreneurs qui arrivaient en fin de carrière et qui ne trouvaient personne pour reprendre leur entreprise parce que le niveau de formation des élèves n'était pas suffisant. Et donc, de manière expérimentale, en collaboration avec ces fédérations professionnelles, on a upgradé le niveau de formation, on l'a fait repasser dans l'enseignement qualifiant et on a mis en place, grâce à l'aide des fédérations professionnelles, 3 options à nouveau en phase test. Donc, c'est pas encore très étendu, mais ça a le mérite d'exister. On verra maintenant si ça fonctionne et comment il faut adapter le mécanisme. Merci. Monsieur Willox, il y a une question que se pose un internaute, c'est est-ce que les entreprises sentent la différence lorsqu'un étudiant vient de l'alternance CEFA ou de l'alternance de l'EFPME? C'est méchant, hein, mais bon, je relais la question. Alors oui, c'est clair. Pour être bien, et je vais faire plaisir à tout le monde, mais globalement, pour faire simple, il y a un CFA qui fonctionne à peu près convenablement à Bruxelles. Sinon, la plupart des entreprises refusent d'engager des gens qui sortent des CFA. C'est aussi parfois une question, je ne mets pas en cause les enseignants qui sont dedans, mais c'est souvent le CFA et la relégation. La démarche de d'aller à l'EFP, par exemple, c'est une démarche où quelqu'un est en général un peu plus à devoir se prendre en main. C'est un peu sa responsabilité. Donc, on le responsabilise un peu. Tandis que le CFA, c'est plutôt une logique un peu scolaire appliquée au maintien de l'obligation scolaire. Donc, oui, on voit très clairement et les employeurs sont très sensibles de voir d'où vient l'étudiant en alternance. C'est clair. Monsieur Giroud? Oui, je connais cette question, je l'aime beaucoup et je la déteste en même temps, parce que quelque part c'est opposer des opérateurs qui se donnent d'autres moyens pour d'autres finalités. Et je pense qu'au contraire, il y a une complémentarité à inventer avec les CFA,
et la formation en alternance PME. C'est pas pour rien qu'on s'appelle formation en alternance PME, et le personnel chez nous, quand il évoque notre centre en parlant d'école ou d'élèves ou de professeurs, ils doivent mettre 5 € dans un cochon, parce que nous ne sommes pas une école. C'est pas parce qu'on dénigre l'école, c'est parce que notre stratégie est différente. Il y a vraiment une logique d'immersion dans l'emploi très très forte dans notre dispositif. Mais tout le monde n'y est pas prêt. Et donc je pense que vraiment les CFA, les dispositifs d'enseignement pourraient être des lieux de préparation à l'entrée en alternance, voire prendre en charge dans quelques cas l'alternance rude, radicale. Mais ce sont deux missions qui sont complémentaires et qu'aujourd'hui on oppose très malheureusement. Effectivement, moi j'entends la question. Alors, la réponse, pourquoi aller en CFA? La réponse objective, c'est en CFA, vous pourrez avoir un CESS. Chez nous, pas. Objectivement, chez nous, les entreprises, de manière générale, sont un peu plus partenaires de notre dispositif parce qu'il y a une forme de notoriété, à tort ou à raison, par rapport à la qualité de notre public, etc. Nos formateurs sont par exemple des professionnels en activité, tous. Et donc, quelque part, dans leur manière de prendre en charge les apprenants, ils sont des professionnels et donc, voilà, ils se comportent vraiment comme dans le milieu du travail. Donc, en termes de savoir-faire, de savoir-être, il y a davantage une mobilisation. Mais moi, je trouve vraiment que c'est une mauvaise idée d'opposer les dispositifs. On a des choses complémentaires à faire et il faudrait qu'on se parle pour que ça se passe davantage. Justement, il y a aussi… oui, allez-y, monsieur Chauchard, je vous en prie. Oui, pour faire un lien avec votre question, alors c'est une étude qui a été menée en Amérique du Nord, mais ils ont posé la question aux entreprises, est-ce qu'ils arrivaient à faire la différence entre un stagiaire d'un cursus et un stagiaire d'un autre cursus? Et finalement non, pour la majorité des entreprises, ils ne voient pas la différence entre accueillir un étudiant d'un programme A ou d'un programme B. Et j'ai l'impression que dans l'alternance, en tout cas en Allemagne et en Suisse, c'est un peu la même chose. Si on ne fait rien, l'entreprise ne sera pas au courant de comment fonctionne le dispositif d'alternance qu'on lui propose. C'est d'où l'importance, encore une fois, de la promotion ciblée, que je sais que quand une entreprise arrive dans une région d'Allemagne où, par exemple, il y a quelqu'un qui assez rapidement sera au courant que cette nouvelle entreprise s'installe et va aller faire la présentation des différents programmes en alternance en lui expliquant aussi bien les obligations associées à ces programmes-là. Et il y a notamment, on ne forme pas que les stagiaires, on va aussi beaucoup former ce qu'on appelle les superviseurs de stage ou les formateurs en entreprise. Donc, il y a des personnes dans le milieu de travail qui vont devoir acquérir ces connaissances-là pour bien accueillir le stagiaire, la personne, l'apprenti ou le stagiaire qui va arriver dans l'entreprise. Et donc, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir accueillir le stagiaire, pour que ça se passe bien. Et si on remplit ces conditions, on reçoit même une attestation que les entreprises, en tout cas en Suisse, aiment bien mettre de l'avant. Donc, il y a une sorte de macaron qu'on peut afficher en face de la porte de l'entreprise pour montrer qu'on a l'autorisation de former, qu'on accueille des apprentis, puis qu'on a des personnes à l'intérieur qui sont qualifiées pour accueillir ces apprentis-là. Monsieur Giraud en répond à la réaction de monsieur Chauchard. Donc, en fait, ça fonctionne dans ces pays parce que, il y a l'importance de la promotion en entreprise, et puis c'est une promotion qui est ciblée, et puis il y a des passerelles qui sont prévues. Est-ce que vous pensez que c'est exactement ce qui nous manque ici en Belgique? Ça, vraiment, la question des passerelles entre les dispositifs de formation. Un apprenant de chez nous est aujourd'hui reconnu comme étant le meilleur mécanicien Ferrari au monde. Au monde. Le meilleur mécanicien Ferrari au monde, je le répète. Il ne peut pas, au regard de ses diplômes, accéder à l'enseignement supérieur technique. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Voilà. Heureusement, il s'est accroché, il est génial, etc. Et l'entreprise qui l'accompagne lui met d'autres moyens à sa disposition. Mais voilà. Alors, je vais vous donner des chiffres de nouveau. On aime bien les chiffres. Aujourd'hui, à l'échelle bruxelloise, il y a 3 chez Actiris qui sont en charge de la promotion de l'alternance auprès des entreprises pour l'ensemble des dispositifs. CEFA, Sintra, donc l'équivalent néerlandophone, et l'EFP. Nous avons dégagé des moyens
en écartant les murs, pour qu'une personne s'occupe spécifiquement de la promotion et de la prospection de places d'alternance dans le secteur numérique. Ça fait 4 personnes, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui 1742 personnes qui n'ont pas de place en alternance. 4 personnes pour trouver des places pour 1742 personnes, je pense que c'est pas tenable. Et donc, il y a un gros effort de prospection à faire, avec d'autres moyens aussi, hein, le soutien des représentants sectoriels, le représentant de BCI, le soutien de BCI, le soutien politique. Le fait nous a fortement positionné par rapport à l'alternance, c'est super, mais on ne voit pas trop les effets, malheureusement. Mais voilà. Donc là, il faut qu'on passe du discours au concret et à la réalité et aux engagements concrets et aux réalités pour les personnes. On est un peu loin du compte. Mais alors, donc, Monsieur Willox, vous répondez à quoi cette question qui dit que finalement, il y a une part de responsabilité pour les chefs d'entreprise ou pour, j'ai envie de dire, le patronat, de s'impliquer aussi et que, bon, si le secteur privé, c'est vrai, a mis à disposition 4 personnes, ça reste insuffisant, mais de quelle manière vous pensez qu'il faudrait booster du côté du patronat sur cette question, qu'il y a une prise de conscience sur l'importance, ou est-ce que vous estimez que le pouvoir public ne fait pas assez la promotion des formations en entreprise? Non, mais moi, je ne suis pas forcément pour dire c'est la faute à l'un ou à l'autre, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on a une responsabilité d'ensemble et on a intérêt tous ensemble que ça marche bien. Nous, on a même abrité pendant tout un temps ceux qui s'occupaient de ça chez Acteris chez nous. Et en fait, ils se sont en disant, tiens, est-ce que prospecter à partir de chez nous, ça marchait mieux? Donc, c'est les mêmes personnes, mais qu'on met dans un autre cadre. Ça marchait tellement bien qu'on a décidé, et c'est vrai que ça marchait bien, qu'Acteris a décidé d'arrêter. Parce que ça n'allait pas pour eux d'être dans une culture qui n'était pas une culture d'administration publique. Voilà. Donc moi, si demain Vincent me dit, est-ce qu'on peut essayer, hein, donc je ne suis pas dit que c'était une bonne idée, parce que nous, on a les datas sur tout le monde. J'ai pas le droit de transmettre les datas. GDPR oblige. Si demain, il y a 2 personnes qui travaillent et qui veulent venir chez nous, quand ils veulent, même aujourd'hui, en disant, est-ce qu'on peut commencer à imaginer de faire des posts, de voir qu'est-ce que vous avez comme stratégie de... digitalement, on est très bon. Je veux dire, on a des studios, on a plein de trucs. Donc, je veux dire, et on essaye de construire ensemble pour organiser vers des plateformes des gens qui peuvent s'inscrire à des choses. Je le fais tout de suite. Et je pense que vous avez la compétence de vos formations et de comment vous les positionnez. Je sais pas le faire. Par contre, ce que j'ai, c'est les datas. J'ai tous les responsables des RH de toutes les boîtes de Bruxelles ou à peu près, et au-delà, hein, pour discuter sur la territorialité, hein, ce qui est un truc important dans certains métiers. Et donc, de travailler ensemble sur ce que nous avons et ce que vous savez faire. Et ce qui est effectivement difficile, et j'étais directeur d'établissement, c'était de prendre, en tant que directeur d'établissement scolaire, contact avec une entreprise, ou 2, ou 3. On sait qu'on a un décret de la communauté française qui empêche toute une série de choses dans les relations entre une école et une entreprise, donc il faut être toujours très prudent. C'est pour ça que je préfère de dire, Vincent ou Acteris, envoyez-nous les gens, et si ça marche pas au bout d'1 mois, 2 mois, on est fixé, on arrête. Si ça marche, on continue. Mais c'est clair que c'est une forme de ce que j'appelle la collaboration simple. Et au pire, on avait pris avec Acteris presque 7 mois pour négocier un contrat de mise à disposition. C'était pas une mise à disposition. On souhaitait absolument pas avoir l'autorité sur ces gens. Et donc, la question, c'est, est-ce que ça doit être compliqué? Non, c'est très simple. À la limite, on prend 2 stagiaires et on les met dessus. Hein. Donc ça, c'est des choses simples qu'on peut faire ou essayer. Mais j'entends bien. J'ai juste l'impression qu'il y a un manque de volonté politique sur ce coup, parce que ça. Non, il ne faut pas de volonté. Ici, alors, entre Vincent et nous, je ne pense pas qu'il faut une volonté politique. Je pense que ça peut se régler entre vous deux, j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Mais pour être bien clair, les syndicats ont hurlé. Comment ça se fait? Oui, c'est ça. Ont hurlé en disant que c'était de la perversion d'un système public. C'est clair. C'est ça le problème. Ok, mais en fait, on a toujours l'impression que lorsque l'on veut qu'il y ait une collaboration entre le privé et le public est toujours assez suspicieux vis-à-vis du privé. On n'a pas fait de prosélytisme, hein. Je vous assure qu'on n'a pas fait de prosélytisme. Mais je vous crois. Concrètement, Monsieur Willox, je voudrais revenir sur une question essentielle. Depuis tout à l'heure, on a abordé pas mal de questions, la question de la certification, la question de réellement les moyens supplémentaires. Monsieur Vincent Giroul en a parlé, nécessité de moyens supplémentaires. Mais finalement, les choses sont quand même relativement
clair en Belgique donc au niveau de l'enseignement. Je pense que M. Hartz a été extrêmement lucide sur les enjeux et les questions qui doivent être tranchées au niveau de l'enseignement. Mais où va-t-on aller chercher cet argent et de quelle manière les orienter aussi bien? Alors, on n'a pas parlé du lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'a pas parlé du lien avec les régions, parce qu'on n'est pas tous Bruxelles n'est pas dans une bulle, n'est pas dans une île, il y a des connexions qui doivent pouvoir se faire. Et selon vous, quelles sont des recommandations d'ordre politique qu'il faudrait faire ou des choix financiers ou budgétaires à effectuer pour pouvoir y arriver, pour être cohérent par rapport aux attentes? Je pense que ce qu'il faut commencer à faire, c'est que c'est assez amusant, parfois les partis sont les mêmes à la communauté française, à la région bruxelloise, à la région wallonne en même temps. Et chaque fois qu'on a des discussions avec eux, ils disent réponse, ça c'est pas nous parce que ça c'est l'autre. Et donc il y a à un moment donné une question où il y a un débat sur les alignements. Je pense à un moment donné qu'il ne serait pas absurde d'utiliser les crédits cocofiens, pour parler en langage bruxellois, d'orienter les jeunes vers les bons métiers. Moi, j'ai été à un certain moment, on a dû constater que à la garantie jeune, on ne trouvait pas des jeunes qui acceptaient de se former parce qu'ils nous répondaient « on veut plus se former ». Donc, on a perdu pas mal de crédits. On est quand même de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut à un moment donné gérer en se disant, vous savez, faire en sorte qu'un jeune ne perde pas 7 ans pour revenir dans le monde du travail, c'est un gain pour tout le monde. Et certainement pour les gens eux-mêmes. Et c'est pas un problème de discours d'employeur pas du tout. C'est vraiment un discours humain. Et à un moment donné, bien orienté, ça c'est une responsabilité. Je pense que l'erreur du secteur privé, c'était de dire ah c'est l'enseignement, donc c'est pas nous, donc il faut rien qu'on dise, on fait confiance à la communauté française. Vous savez, quand vous avez des pizzas, alors on nous dit ah oui mais vous préférez prendre des flamands. Oui, vous savez pourquoi? Parce que vous regardez les pizzas flamands, ils sont 1 an et demi en avance en moyenne sur les francophones, alors qu'on a le même dispositif initial. Donc oui, ça pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on est content que ce soit comme ça? Non, pas du tout. On a juste envie que ça change. C'est comme ça qu'on a créé la Fondation pour l'enseignement et c'est comme ça qu'on a un peu avancé sur le pacte pour l'excellence, notamment, puisqu'on était quand même assez dans un dialogue en tendant la main à tout le monde et tous les acteurs. Et je pense que si on en est là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une conjonction d'intérêts, y compris avec les syndicats, sur une situation qui ne peut pas perdurer. Donc, je pense qu'à un moment donné, la mobilisation, elle se crée parce que tout le monde arrive à parler et s'entendre. Mais je pense qu'il faut être pragmatique sur les solutions. Je pense que c'est parfois avec des petits projets très concrets comme ceux que j'ai proposés à Vincent tout à l'heure qu'on peut vraiment très concrètement avancer. Et au pire, ça ne marche pas et on a tous les deux appris, même si ça ne marchait pas. Ça fait plaisir à M. Giroul, ça. On va demander à M. Hart ce qu'il en pense pour vous. Vous avez dit qu'il faut aligner finalement la volonté de chacun et que chacun puisse définir et en fait, c'est finalement mettre tout le monde autour de la table et qu'on s'accorde sur l'orientation à prendre pour pouvoir changer la donne. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hart? Juste le micro. Oui, je pense qu'il faut vraiment essayer de regarder le paysage du qualifiant en incluant l'alternance dedans. À regarder le système par le haut et à voir comment on peut le rendre plus cohérent, notamment au niveau de l'offre, mais au niveau institutionnel aussi. On résolve absolument la problématique des certifications. Je peux comprendre certaines résistances, mais on ne peut pas en même temps dire qu'on veut rendre l'alternance attractive et voir fonctionner un système à 2 vitesses pour délivrer des qualifications à peu près équivalentes, mais qui ne mènent pas aux mêmes effets légaux. Je sais, il y a des résistances au niveau du monde de l'enseignement là-dessus. Je vais sans doute voir fleurir dans les commentaires des oppositions à ce que je dis, mais je pense que et pourquoi, à votre avis, excusez-moi, M. Hart, mais pourquoi il y a des résistances? Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des résistances alors qu'il y a des éléments quand même assez flagrants? Tout le monde reconnaît effectivement cette nécessité d'une réforme en profondeur, mais pourquoi est-ce qu'encore dans le monde de l'enseignement, il y a des résistances sur cette question? Il faudrait demander à ceux qui résistent, mais… Alors, c'est que je n'étais pas invitée, quoi.
je pense que le fait que l'enseignement, c'est toujours de l'enseignement et pas de la formation, est censé continuer à former aux valeurs du décret-mission, notamment. Les résistances s'arc-boutent beaucoup là-dessus. On forme pas seulement des professionnels du métier, on forme aussi des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Et donc, il y a une résistance là-dessus. Moi, je persiste à croire qu'on peut former un citoyen via la formation professionnelle. Quand on va en entreprise, on n'apprend pas qu'à brancher les câbles électriques. Il y a toute une socialisation, il y a toute une série de compétences qui ne sont pas que des compétences techniques. Vous l'aurez compris, je suis un partisan de l'uniformisation des certifications, parce que je pense que l'enjeu en matière de lutte contre le décrochage, et en tant que responsable de l'administration, pouvoir régulateur, je suis préoccupé par l'augmentation du décrochage, et chacun s'accorde à dire que l'alternance est une pédagogie qui est une solution. Mais pour que ce soit une solution attractive, il faut clarifier le paysage institutionnel et notamment en matière de certification. Mais je tiens à dire qu'il faut aussi qu'on soit cohérent dans le fait de ne pas prétendre attirer des jeunes dans une formation alors qu'on ne l'organise pas à moins de 30 km de chez lui. Et donc, je pense que le politique doit aussi insister pour qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait chacun dans notre coin est cohérent à l'égard de l'économie générale du système? Si oui, c'est bien. Sinon, il faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour mailler le territoire en formation qualifiante de qualité et en formation en alternance de qualité. Merci beaucoup, Monsieur Hart. Je suis honnêtement très sensible à ce que vous dites et je pense que réellement, nous devons plus que jamais aujourd'hui effectivement veiller à ce que la question de la certification puisse être réglée parce que ça, c'est toujours une question qui revient dans le débat politique et je pense aussi que quand vous dites qu'il faut clarifier au niveau du paysage institutionnel, ça devient une urgence. Alors, puisqu'on en est aux recommandations d'ordre politique et que j'ai promis de m'en tenir à 1 heure, est-ce que monsieur, je passerai la parole maintenant à Vincent Giroux. Quelles sont les recommandations région bruxelloise que vous ferez, que vous voulez formuler concernant les enjeux dont on a pu parler aujourd'hui? Alors, bien évidemment, plus de moyens, ça vous l'avez déjà dit auparavant. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques que vous vouliez formuler? Le micro. Bon, je vous avais déjà vu que c'était 3 choses. 1, l'enjeu de la certification, certainement. 2, ça c'est spécifique à Bruxelles. Nous sommes situés à Uccle, le FP est situé à Uccle, et donc on a une zone de chalandise entre très grands guillemets qui correspond à notre implantation géographique. Je pense que si on pouvait développer une activité de l'autre côté de Bruxelles, on pourrait rencontrer d'autres attentes et d'autres besoins. La 3e chose, et là je vais peut-être vous surprendre un petit peu, être un peu décalé et pas être trop pro-domo, je pense qu'il y a un investissement massif à la fois en termes de conception et en termes de financement sur l'orientation des publics. C'est un grand défaut, un désert pour moi, avec tout le respect des personnes qui contribuent à l'orientation aujourd'hui, mais je pense vraiment que accompagner les personnes dans une démarche orientante réelle, effective, concrète, est une nécessité pour que moins de personnes se cassent la figure dans des dispositifs de formation, d'enseignement supérieur qui ne leur convient pas et qui sont à côté de leur plaque. Voilà, donc vraiment un investissement massif dans la question de l'orientation, investissement qualitatif et quantitatif. Merci. Monsieur Chauchard, en ce qui, donc quelque part, vous avez baigné aujourd'hui dans une réalité belge et spécifiquement bruxelloise. Est-ce que vous aviez des recommandations aussi à formuler sur ce défi qui nous attend?
Oui, alors j'ai trouvé ça, les propos qui ont été énoncés font écho sur en tout cas des problématiques que les Allemands relèvent depuis plusieurs années, et puis également du côté suisse, et le travail que je vois aussi qu'il y a à faire ici au niveau du Québec. Puis je dirais, en fait, il y a 3 éléments. Donc vous en avez parlé, dans tous les dispositifs en alternance, l'importance de la promotion du côté des entreprises et de l'orientation du côté des élèves ou des étudiants. L'importance de la coordination. On voit que c'est des dispositifs complexes et très rapidement, l'enjeu qu'il y a, c'est que les dispositifs se ressemblent plus tellement. Et pour un même programme, finalement, vous avez des variantes qui commencent à être, dont les différences commencent à être importantes, et on commence à avoir des formations de 3 ans dans une région qui deviennent des formations de 4 ans dans une autre, qui ne débouchent pas tout à fait sur les mêmes diplômes, qui n'ouvrent pas tout à fait les mêmes portes. Donc, il y a un important aspect de coordination et d'harmonisation surtout. Le gros travail qui a été entrepris en Allemagne et en Suisse et qui est toujours en cours à ma connaissance, c'est essayer d'avoir 3-4 modèles de dispositifs et que toutes les formations, les 250 programmes rentrent dans ces 3-4 modèles-là pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on puisse plus facilement les comparer, justement développer ces passerelles aussi horizontales. J'ai commencé mon apprentissage de maçon, ça me tente plus trop, je voudrais plutôt aller dans l'électricité. Il y a sans doute des cours qu'on peut se faire reconnaître, et puis finalement, on a quand même, on repart pas à zéro dans cette nouvelle formation-là. Donc, c'est un peu les phénomènes généraux que je vois, promotion, orientation, l'importance de la coordination de tous les acteurs aux différents niveaux, puis harmoniser à un moment donné, faire le bilan, puis harmoniser les choses pour que les programmes se ressemblent et que ça reste un dispositif qui est gérable. Merci beaucoup, Monsieur Chauchard. Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Alors, je retiendrai plusieurs éléments. C'était très intéressant, extrêmement riche, avec beaucoup de lucidité et j'ai envie de dire, des propositions assez pertinentes. Alors, vous vous accordez tous finalement à dire qu'il faut une similitude au niveau de la certification, qu'il faut un partenariat public-privé. Vous rappelez aussi qu'il faut des moyens supplémentaires pour vraiment donner tous les moyens formation en alternance de jouer un rôle aujourd'hui. Vous rappelez qu'il ne faut pas opposer finalement les CFA et opposer avec les formations en alternance, mais bien au contraire, c'est qu'elles sont complémentaires. L'importance aussi de la promotion, et ça s'est vu avec les expériences dans les autres pays, mais la promotion de la formation en alternance auprès des entreprises pour qu'il y ait une prise de conscience aussi du patronat, du rôle qu'il peut jouer dans la formation en alternance. Alors, on retiendra que Bessie a les portes ouvertes pour venir accueillir notamment des personnes soit d'actiris ou financées du moins par le public, mais pour pouvoir jouer ce rôle de promotion. Alors, Monsieur Willox, vous avez rappelé qu'il faut une volonté, quelque part, un alignement, et que plus que jamais aujourd'hui, tout le monde est finalement conscient des enjeux de la formation en alternance et du rôle que peut jouer l'enseignement. Vous avez parlé aussi de la nécessité de mettre en place finalement un paysage institutionnel qui permettrait que l'enseignement et que la formation en alternance puissent collaborer, puissent finalement faciliter l'orientation des jeunes. Et il n'y a pas que la question des jeunes, il y a aussi dans le parcours professionnel d'une personne qui à un moment donné a envie de se reponcer, rebondir, de quelle manière elle peut y arriver. Donc il y a toute la question de l'orientation qui a été abordée. Et enfin, c'est un investissement massif dans la conception et l'orientation des publics. Merci à vous 4 parce que cet échange était extrêmement intéressant. Et moi, je donne rendez-vous aux internautes à la semaine prochaine puisque je rencontre les restaurateurs et le monde de l'Horeca pour échanger sur la question de la crise aujourd'hui. Merci et très bonne soirée à vous. Au revoir.